Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Dans quelques semaines, c'est le retour à Paris du grand rendez-vous annuel du monde rural, le Salon international de l'agriculture. L'occasion pour nous de faire le tour des actus à ce sujet. Politique agricole commune, négociations avec la grande distribution, renouvellement des générations, adaptation au changement climatique, engouement pour le bio, les problématiques et ou ambition ne manque pas. On en parle avec nos invités en plateau. Jérôme Mathieu, bonjour. Bonjour. Le président de la Chambre d'agriculture des Vosges. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes exploitant agricole à la Bresse. C'est ça. Toujours, évidemment. Exact. Éric Boone, exploitant bio au Tauly, au col de Bonnefontaine. C'est la ferme à droite, là, hein, bien connue des touristes. Hein. C'est un lieu d'arrêt. Vous transformiez du fromage. Votre épouse vient de partir en retraite, mais vous continuez évidemment une activité en agriculture bio. Merci d'être avec nous. Et enfin, Nathalie Royer, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du campus agricole et forestier de Mirecourt, un des gros établissements évidemment de formation dans ce secteur sur notre département. Ce n'est pas le seul, mais aussi à l'échelle de la région Grand Est. On va se détailler tout cela. Messieurs, dames, j'ai dit en introduction effectivement à la fin du mois, là, du 26 février au 6 mars, donc le retour, au dimanche 6 mars, le retour du Salon international de l'agriculture. Jérôme Mathieu, on va tout de suite voir juste quelques images. Il y a des images de dégustation, puisque voilà, c'est ce Salon de l'agriculture à Paris, c'est une vitrine formidable pour l'agriculture française et c'est un moment toujours très attendu par le public, par les politiques et par vous-même, évidemment, du monde rural, parce que c'est l'occasion de vous retrouver. Tout à fait, effectivement, le Salon de l'agriculture est un moment où les sujets agricoles sont mis sous les feux des projecteurs, et cette année particulièrement avec forcément les élections, mais c'est surtout le grand rendez-vous de l'agriculture avec le grand public, national et international, pour montrer ce qu'est notre agriculture, et derrière l'agriculture, les produits, les productions, et surtout aussi les producteurs. Éric Boone, quelle place de l'agriculture bio, du secteur du bio sur le Salon de l'agriculture? J'imagine que ce secteur a de plus en plus de place sur le salon. Alors, pas nécessairement au niveau des producteurs, mais effectivement, comme dit Jérôme, c'est des lieux de rencontres, beaucoup de discussions, pas nécessairement de décisions, parce que souvent des décisions, elles sont antérieures ou postérieures. Mais effectivement, au niveau de la discussion et des rencontres, ça reste un moment qui est important, parce qu'il y a des sujets qui sont mis effectivement au grand jour. On va voir quelques images des vaches vosgiennes sur le dernier salon. Donc ça, c'était en 2019, hein, parce qu'en 2020, non, 2020, parce qu'en 2021, il n'a pas eu lieu. C'est aussi une belle vitrine, évidemment, pour des petites races comme la race vosgienne, qui vous est chère, Éric Boone. Oui, bien sûr qu'il est très cher. Hein. Moi, j'avais deux passions, on va dire. Hein. La première, c'est la vache vosgienne. Bon, j'ai arrêté, c'est un peu dur quand même. Hein. Bon. Et puis la deuxième, c'est le bio. Voilà. Et la vache vosgienne, on peut dire une petite vache, non. Moi, j'avais un facteur avant qui me disait « Vous n'avez pas de vache vosgienne parce que mes parents en avaient, elle était petite, elle était maigre. » Non. Hein, la vache vosgienne, elle peut être bien conformée, hein, et on a de très beaux formats. Et ça reste quand même une vache emblématique du département et qui reste toujours avec des qualités laitières et bouchères supérieures. On en reparlera en détail avec des images de vos vaches à vous dans quelques instants. Juste pour finir sur le salon, Nathalie Royer, vos jeunes, évidemment, j'imagine que vous en amenez quelques-uns au salon, obligatoirement. C'est une étape incontournable dans l'année. Tout à fait, on les emmène au salon aussi pour visiter et aussi pour animer, aussi parfois des stands. Donc il faut savoir que nous avons au niveau du Grand Est 8600 jeunes qui sont dans l'enseignement agricole, public ou privé. Et puis les effectifs ont augmenté, notamment dans l'apprentissage. On a 3400 jeunes en Grand Est qui sont en apprentissage dans l'enseignement agricole. Et ce sont les Vosges qui détiennent le premier plan, puisqu'ils sont 670 apprentis agricoles dans l'enseignement agricole. Pour les Vosges, c'est le premier en Grand Est au niveau de l'apprentissage. Et il y a aussi 1500 jeunes dans les Vosges qui sont dans l'enseignement agricole, donc dans 7 centres de formation publics ou privés. Donc un contingent de jeunes Vosgiens qui animent le salon et qui visitent le salon et qui vont au salon tout simplement, assez important. Alors, si vous voulez bien, on va prendre juste quelques temps, peut-être en quelques chiffres, pour poser de nouveau les choses et le poids de l'agriculture sur notre département. Qu'est-ce que ça représente? Jérôme Mathieu, quelque chose comme 3000 exploitants agricoles. En termes d'occupation du territoire, c'est quoi l'agriculture sur notre département qui fait grosso modo un peu plus de 500 000 hectares?
Non, 200. Non, là, en tout. Alors, globalement, le département, c'est effectivement 500 000 hectares, la moitié en terre agricole, la moitié en forêt, il faut le dire, c'est important. Et quand on parle du campus de Mirecourt, c'est aussi une de ses qualités d'avoir les deux. Donc, 200 000 hectares de surface agricole sur l'ensemble du département. Beaucoup d'élevage, 70% d'herbe. On ne le dit pas assez, parce qu'on a toujours l'impression qu'il n'y a plus d'herbe dans les Vosges, 70% d'herbe, donc beaucoup d'élevage. C'est une proportion énorme, hein. La moyenne nationale, c'est quoi? C'est un tiers? C'est un tiers en général. Mais on est un département atypique, mais dans notre département, on a à peu près toute la France. On a de la montagne, on a de la plaine, on a de la grande culture, mais l'ADN des Vosges, c'est l'élevage, et la production de lait, et la production de viande. C'est ça l'ADN des Vosges, et c'est ça la carte de visite de nos exploitations. Mais on a une diversité et une grande diversification, diversité, c'est aussi la richesse des Vosges parce que on a bien sûr des productions lait-viande, mais on a aussi d'autres choses. On a le maraîchage qui se développe, même s'il ne se développe pas assez vite parce que c'est des métiers très difficiles. On a de la diversification, on a aussi de l'énergie, on en parlera peut-être, aussi de l'énergie parce que c'est aussi une possibilité pour les agriculteurs de compléter leurs revenus. Et c'est sur 2000 exploitations agricoles, c'est 3000 exploitants globalement et aussi 3000 salariés agricoles dans les exploitations. Alors des permanents, mais aussi des saisonniers ou des occasionnels. Et les filières agricoles et agroalimentaires dans les Vosges sont aussi extrêmement importantes parce qu'on a encore quatre grandes industries agroalimentaires en lait, on a 3 abattoirs. On va se permettre de les citer, allez. Voilà. Soyons précis, ça permet de faire de la pédagogie et de bien connaître notre département. Évidemment, la fromagerie L'Hermitage à Bulgnéville. La fromagerie Tribala Riant à Neufchâteau. La fromagerie, alors Savencia, mais Bongrain, on a l'habitude de l'appeler Bongrain Autoli, n'est-ce pas Eric? Et puis Marcia, président, Marcia c'est l'ancien nom, mais le groupe président à Corcieux. Donc c'est important. Et puis, on peut aussi, alors je ne sais pas si on inclut ou pas l'usine Nestlé de Arches qui transforme des productions agricoles, puisque ce sont des pommes, ça fait des petits pots pour les bébés. Alors, elles ne viennent pas toutes de notre département, les pommes, loin de là. Non. Mais on a aussi beaucoup, effectivement, l'industrie agroalimentaire, parce que qui ne transforme pas que des produits vosgiens, mais si on parlait effectivement de Nestlé Arches, Thirier. L'usine Thirier à Saint-Nabord, en termes d'agroalimentaire, c'est pas rien. Et c'est sur notre territoire, donc il faut le redire. Et puis, les abattoirs. Et puis les abattoirs. Un abattoir industriel à Mirecourt, le groupe Elivia. Et puis 2 abattoirs locaux régionaux, un à Remiremont, un en Rambervillers, qui ont été montés par les producteurs. Et l'abattoir de Rambervillers qui s'est illustré parce que on a réussi à remettre en route une unité de production, de transformation steak haché surgelé à Rambervillers pour justement que les producteurs puissent avoir une carte de plus pour valoriser leur production. Et ça, c'est important, parce que c'est aussi notre rôle d'organisation agricole, c'est de mettre en place des outils collectifs pour que les exploitants puissent valoriser en direct une partie de leur production. Pour être tout à fait honnête, je comptais en parler un peu plus tard, mais justement, on a les images effectivement de cet abattoir. Il vient de sortir de terre, hein. C'était là il y a quelques mois, enfin, en début d'année dernière. Voilà, la fermeture d'un abattoir, d'une unité de transformation, gérée par un gros industriel, on va dire national évidemment, à Éloie, et la réappropriation par des producteurs, puisque c'est sous forme de coopérative, de cet atelier de transformation en steak haché. En 18 mois. Faut le dire. Quand il y avait eu la fermeture d'Elivia à Éloie, il y a eu beaucoup d'émotions. Beaucoup de gens qui nous ont dit il y a qu'à, Faucon, etc. Après, quand on a décidé avec la région, le département, les services de l'État, les producteurs de mettre en route ça, il y avait un peu moins de Yaka Faucon. Mais en tout cas, on y est arrivé et aujourd'hui, on a une unité de transformation, steak haché surgelé, qui est à côté de l'abattoir parce que l'abattoir permet aussi aux producteurs de faire abattre leurs bêtes en proximité pour valoriser la viande et ils peuvent valoriser en morceaux et maintenant aussi en steak haché surgelé parce qu'on sait que la viande hachée c'est aussi une filière intéressante et importante pour valoriser la viande de nos élevages. Nathalie Royer, dans l'esprit, dans la pédagogie évidemment que vous transmettez, tous les savoirs que vous transmettez à vos élèves, alors adultes ou jeunes, enfin surtout jeunes évidemment, ils en ont conscience, ça, de cette spécificité de notre territoire, les Vosges, à savoir un territoire très agricole, très diversifié, avec une industrie derrière. Alors le terme fait un petit peu peur, mais pour autant on est encore là-dessus, hein, une industrie de l'agroalimentaire très importante.
En tout cas, nous essayons de les emmener vers ces connaissances, en tout cas. Même si nous avons une exploitation agricole, nous ne disons pas que c'est la façon de faire, nous disons que c'est une façon de faire. Et tous nos jeunes sortent beaucoup, nos enseignants emmènent beaucoup nos jeunes vers d'autres exploitations, vers toute l'industrie aussi agroalimentaire, pour leur faire découvrir, pour qu'ils atteignent l'autonomie décisionnelle. Ce sera à eux de prendre les décisions avec tout le panel de choses que nous leur avons montré, prendre la bonne décision pour leur environnement et leur territoire. Allez, on reviendra dans quelques instants, si vous voulez bien, sur ce contexte socio-économique et notamment évidemment par rapport aux circuits courts. On vient de parler d'industrie. Alors, il y a aussi des circuits courts en industrie, mais il y a aussi des circuits courts évidemment avec le bio. Actu évidemment de l'année qui vient de s'écouler, l'année 2021. Jérôme Mathieu, dans les grandes lignes, de nouveau une année compliquée à cause des conditions météo. Là, cette année, on va voir quelques images, notamment d'orge, de l'orge qui a été abîmée parce que trop d'eau, en fait. Et puis des coups de vent et les rafales, et une petite tornade. Ça montre surtout que l'aléa climatique, qui était jusqu'au début des années 90 ou au début des 2000, des événements qui arrivaient tous les 10 ou 20 ans, aujourd'hui, l'aléa climatique est vraiment un aléa qu'il faut prendre en compte et qu'il faut arriver à gérer. Il y a d'ailleurs une loi qui est en cours de rédaction et qui passe dans les chambres, Sénat, enfin Assemblée et Sénat, sur la gestion des aléas climatiques et sur l'assurance récolte. Pour justement que les exploitants puissent avoir des outils pour gérer, que ce soit par l'assurance ou que ce soit aussi par la solidarité nationale. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être gérées individuellement ou à l'échelle d'un territoire, mais qui doivent être gérées au niveau national, quand il y a des gros coûts. Et effectivement, l'année dernière, on a eu plutôt une année où on a dû gérer trop d'eau, alors qu'on a passé une paire d'années à gérer du trop sec. Ce qu'on s'aperçoit surtout, c'est que les changements, ils sont plus radical d'un côté ou de l'autre, et qu'on a des micro-événements, comme on a eu cette année effectivement sur le secteur plombière, Val d'Ajol, Bellefontaine, un orage très violent qui a mis tout par terre, alors les céréales oui, mais aussi l'herbe, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien du tout sur un micro-secteur. Donc cette aléa climatique, ça fait partie, en dehors, comme disait Madame Royer, les aléas économiques, l'environnement, etc. Il y a aussi cette aléa climatique qu'il faut prendre en compte et qu'il faut arriver à gérer, parce que ça peut mettre à plat toute une année de production, voire plusieurs années quand on parle de fruits ou de vignes. On n'en a pas beaucoup dans les Vosges, mais de fruits et légumes. On vient de parler de plombière, je vous propose de regarder un tout court magnéto avec des témoignages effectivement de deux. Alors c'est pas de l'exploitation agricole au sens un peu important qu'on l'entend, mais on est sur du maraîchage et des pépinières. Exemple. Il n'y a rien de mieux que de travailler avec la nature, on est dehors, on est son propre chef. Par contre, c'est vrai que des fois c'est un peu stressant, c'est usant. C'est usant économiquement de savoir si on finit les fins de mois, et quand on travaille, qu'on attend un an pour récolter des céréales et qu'à la fin, c'est les 15 derniers jours qui vous plombent, c'est usant. Alors, ce n'était pas les images du côté de Plombières, mais en tout cas, c'était un bon témoignage. On sent bien effectivement le désarroi par rapport à ces aléas climatiques. Il y a, entre guillemets, rien à faire pour les grosses structures. Mais c'est pas un problème de grosse ou de petite structure. Enfin, c'est un problème d'exploitation globalement, parce que vous ayez une grosse surface ou une petite surface, si vous êtes sous l'orage qui met à bas votre récolte alors que vous l'avez soignée pendant 6 mois et que les 10 derniers jours tout est par terre, c'est pas un problème de gros ou de petit. C'est un problème, c'est comment on arrive à gérer ces aléas. Alors on a le principe des calamités agricoles qui existe depuis fort longtemps, mais qui ne répond plus aux attentes. Et aujourd'hui, il faut absolument mailler ce que l'on peut faire en prévention pour les exploitants, quand on peut en faire, et puis l'assurance qui pourra être souscrite par les exploitants pour tout type de culture, et puis la solidarité nationale, parce que comme quand il y a des catastrophes naturelles, d'autres choses qui touchent tous nos concitoyens, tout n'est pas réglé par simplement les assureurs, mais il y a aussi un principe de solidarité nationale. Et cette solidarité nationale doit aussi fonctionner en cas d'aléa climatique sur les cultures. On va détailler ça avec cette fameuse PAC, évidemment, la politique agricole commune, qui est en cours de négociation, de réforme, toujours. Ça vient grosso modo tous les 4-5 ans. Éric Boone, je parlais de façon un peu provocante, grosse structure, plus petite structure. Les aléas des conditions météo sur vos petites structures bio, puisque généralement elles sont plus petites. Généralement. Oui, il faut quand même pas oublier que l'intérêt essentiel, mais on ne peut pas le faire nécessairement partout, c'est quand même polyculture, élevage. Voilà.
Et on ne met jamais ses œufs dans le même panier. Et c'est évident que si on est sur de la grande culture et on ne fait que ça, le risque il est grand. Si on ne fait que du vignoble, le risque il est grand aussi. Tous ceux, et en général la polyculture élevage, ça a tendance Je à rappelle, il n'y a disparaître pas de parce vignoble que- sur notre département. Pas Oui, encore. si. Enfin, il y en a, mais Les coteaux du Montfort. Ah, si. Oui, un tout petit peu. Hein. c'est de l'associatif, si je peux me permettre. C'est une coopérative. Oui, pardon, c'est une coopérative, mais voilà. En termes de poids Oui. financier, vous en conviendrez On que n'est c'est... pas au niveau du champagne. On est d'accord. Pour l'instant. Pour l'instant. On se revoit dans 40 ou 50 ans. Éric Boone, pardon. Oui, on donc vous je a coupé, disais, non. effectivement, bon, admettons que la récolte de foin est très mauvaise. On est quand même, aujourd'hui, à cette date-ci, on peut retrouver du foin ailleurs. Parce que tout le pays n'est pas, on va dire, bousculé, chamboulé de la même façon. Et c'est pas comme avant. Avant, il n'y avait pas de moyens de transport. Je me souviens, dans la vallée de Cleury, on avait commencé la récolte des foins. C'est Xavier Thiriac qui reporte ça, c'est vers les années 30-50. On a pu commencer à faucher le 1er septembre. Hein. Et le 2, il s'est remis à pleuvoir. Bon, après le 3, ça a pu y aller. Et donc, c'est une véritable catastrophe parce qu'il n'y a plus à manger ni pour les familles, ni pour le bétail. Et il disait déjà à l'époque, là, heureusement qu'il y a des routes qui existent et on peut éventuellement se dépanner ailleurs. Ça reste des moments très difficiles, bien entendu. Bon. Une évolution des infrastructures. Alors, je voudrais quand même revenir sur les intempéries. Pardon, je voudrais revenir Tout à là-dessus fait. parce que la gestion de ces calamités, elle risque de passer complètement au privé, avec les assurances. C'est un grand danger. Les petites exploitations, les petites fermes, risquent de passer à côté. Alors, C'est un risque qui se joue en ce moment. c'est toutes les négociations, toutes les réformes qui ont lieu en ce moment par rapport à la PAC notamment. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de la gestion des calamités dont on Au a niveau parlé. national, pardon. Ok. Voilà. Pour moi. On a des petites structures qui ne pourront pas nécessairement prendre les assurances comme il faut. Ils passeront à côté. Voilà. Sauf que la réforme et la loi qui est en train d'être passée et qui est en train d'être discutée, c'est justement aujourd'hui on a un système d'assurance récolte qui ne répond pas totalement aux attentes et pas totalement, comme le dit Eric, à toutes les exploitations, et que le projet de loi, il est justement pour que l'ensemble des exploitations puissent s'assurer en fonction de sa culture, mais qu'il reste un principe de solidarité nationale et de solidarité via les calamités, c'est-à-dire qu'on ne passe pas à 100% assurance, Non, heureusement. mais que 100% des exploitants puissent souscrire, oui ou non, après, voilà, mais qu'il reste un principe de solidarité nationale. C'est important. Aujourd'hui, quel est le taux de couverture 30%. C'est très peu. 30% des cultures, des surfaces, et c'est globalement plus un système aujourd'hui qui est tourné vers les grandes cultures, parce que c'était là qu'il y avait plus d'aléas. Quand vous Sauf dites qu'au grande niveau du quand vous fourrage, dites grande culture, vous dites céréales, ce qui veut dire céréales, maïs. ce qui veut dire pas l'herbe. Pas l'herbe, Et tout à fait. on l'a dit tout à l'heure, qui représente 70% de la surface agricole commune sur notre Et ne département. pas oublier que l'herbe, qui est très mise en avant, moi, notre exploitation à nous, à la Bresse, enfin à Cornimont, on a 100% prairie permanente. Je n'ai pas de polyculture, moi je ne peux pas cultiver, c'est comme ça, c'est l'histoire, on est en zone de montagne, on a 100% d'herbe. Et il faut savoir que l'herbe, la prairie, est une culture, parce que c'est une culture, ça se cultive, même si on ne retourne pas, qui est très sensible aux aléas climatiques et qui résiste pas très bien, que ce soit au coup de chaud, que ce soit au coup d'eau. Parce qu'effectivement, l'herbe, il faut la récolter au bon moment. Et on a vu l'an dernier, enfin nous, sur notre exploitation, on a fini les premières coupes en septembre l'an dernier. Moi, je ne l'avais jamais vu. Septembre. Bon, on a récolté de la quantité, et encore, mais au niveau qualité, on le voit cet hiver, bah, ce n'est pas une grande qualité. Donc ça fait partie aussi des problèmes et des problématiques à gérer. On garde bien en tête évidemment que l'herbe, ça sert à nourrir les vaches et que les vaches, eh ben, selon la quantité et la qualité de l'herbe, ça joue évidemment sur la qualité et la quantité Et de lait et de viande. Alors, pardon, on va finir là-dessus. Qu'en est-il aujourd'hui sur ces négociations, enfin ces évolutions réglementaires par rapport à la protection avec une assurance On va vers quoi? On va vers quoi? On va vers le projet de loi qui est en route, c'est que tous les exploitants puissent s'assurer, quelle que soit leur culture, en grande culture, mais aussi en fourrage. Et que tout le monde... À quel coût, Jérôme Mathieu? Ah ben à quel coût? Ça, après, c'est la problématique des assureurs, de tarifer en fonction du risque, parce qu'on n'a pas le même risque en fonction de la zone dans laquelle on est, mais en tout cas, que tout le monde puisse être assuré, avec une participation de la PAC, à préciser, avec une participation de la PAC, où la politique agricole commune va venir prendre en charge 60 à 70% de la prime d'assurance.
pas l'oublier, c'est aussi, aujourd'hui c'est 60%, et dans les négociations, la demande c'est 70% de cette prime d'assurance. Mais derrière, qu'il y ait que l'exploitant puisse assurer à partir de 20% de perte, jusque 30 ou 40% de perte. Mais après, que ça reste la solidarité nationale, parce qu'au-delà de ça, quand c'est vraiment, les exploitations sont 100% ravagées par des aléas climatiques, personne ne peut le gérer tout seul, et c'est important qu'il y ait ce principe de solidarité. Pourquoi solidarité ? Parce que, comme ça a été dit, que ce soit de l'herbe, que ce soit des céréales, derrière, c'est l'alimentation de nos concitoyens, et des filières, mais l'alimentation et la sécurité alimentaire en termes de quantité. Éric Beaune, ça va plutôt dans le bon sens, a priori? Ça dépend, il y a très très vite des dérives. Alors je ne vois pas pourquoi. Est-ce que c'est le rôle de la PAC de financer des assurances? Bon, finalement, c'est de l'argent public qui revient sur des assurances privées. Bon, voilà. Donc pour moi, c'est déjà une dérive. Et on a effectivement un taux qui est prévu de 60-70%. Le taux, il va bien entendu, dans le temps, il va diminuer. Hein, c'est évident. Parce que de toute façon, l'argent de la PAC, c'est pas là qu'il faut le mettre. Hein. Et si on parle de la PAC, il ne faut quand même pas oublier que le gros objectif, c'était de l'Europe qui l'avait dit, c'est de verdir absolument la PAC. Et la France fait un blocus par rapport à ça. Il est hors de question. Parce qu'autrement, au niveau des primes, il y en a quand même beaucoup de paysans, des gros, des moyens, des petits, qui risquent de toucher moins d'argent qu'avant, à travers la PAC. Donc, il faut essayer d'en donner un maximum. Voilà. Donc, on bloque le verdissement. C'est clair, c'est verdissement, c'est-à-dire, vous entendez par verdissement des pratiques plus respectueuses de l'environnement, on est bien d'accord? Mais nécessairement plus respectueuses ou très respectueuses. Ou très respectueuses. Il faut savoir aussi qu'il y en a qui considèrent que c'est des contraintes environnementales. En bio, ça n'existe pas, parce que c'est des contraintes qu'on a volontairement acceptées. Donc, c'est pas gênant du tout. Mais il y en a d'autres, ça les gêne beaucoup. Nathalie Royer, quel regard vous avez sur tout cela? Est-ce que vous arrivez à suivre toutes ces évolutions réglementaires et à distiller ça à vos jeunes? Parce que c'est immensément important. Là, on est vraiment dans le concret, on est dans l'adaptation sans cesse aux évolutions climatiques, aux évolutions réglementaires, etc. Oui, donc bien évidemment, nous apprenons ce qu'est la PAC à nos jeunes, bien évidemment. Et pour la mise en pratique pour l'environnement, nous travaillons sur l'agroforesterie. Nous croyons beaucoup en l'arbre et en ses fonctions. L'ombre, la biodiversité, ça retient l'eau, l'arbre retient l'eau, retient les matières organiques. Et donc, exemple tout bête, ça, l'agroforesterie, on sait que ça marche, mais c'est énormément de travail, énormément de temps, évidemment, pour que ça porte ses fruits sur l'ensemble des parcelles cultivées. Ce n'est pas du jour au lendemain, mais évidemment, c'est intéressant. Oui, aussi avec les haies. Nous, on prône aussi les haies, la haie céréalière, nourricière ou thérapeutique, et qui est aussi un abri pour les animaux, puisqu'on travaille aussi le bien-être animal. Ok. Éric Beaune, on va voir quelques images. Vous disiez tout à l'heure que vous avez vendu vos vaches à contre-cœur, parce que voilà, vous êtes votre épouse et jeune retraitée aujourd'hui. Vous gardez une activité maraîchère, mais on va quand même voir quelques images. Attendez, il y a un mot qui est important. Parce que, bon, il y a une partie de surface en herbe que je veux céder. Oui. Mais c'est pas évident de céder, parce qu'il faut trouver un repreneur. Et moi, je me suis dit, c'est peut-être l'idéal. On va trouver un paysan qui élève des vaches vosgiennes comme moi, qui est en bio et qui manque de fourrage. On va voir quelques images de vos vaches. Soutenir. Moi, je pense qu'a priori, c'est bien. Non, j'ai un gars, élu de la Chambre, qui essaie de récupérer les terrains. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne et met en maïs. Ah ben, voilà. Et donc, c'est très dur de pouvoir aider quelqu'un. Voilà. Parce qu'on a toujours un plus gros, un très gros, on met des bâtons dans les roues. Voilà. C'est forcément un élu de la Chambre. Faut pas. Il y a non, mais c'est un élu de la Chambre. Après, sur les reprises de terrain, il y a des règles. Il y a des règles sur le foncier. C'est effectivement compliqué. C'est pas uniquement l'agriculteur qui cède, qui choisit tout seul qui il peut reprendre, parce qu'après il y a les fonctions de taille d'exploitation. Après, sur les reprises, c'est la pratique. Nous, à la Chambre d'agriculture, on ne critique pas forcément les autres. On est là pour faire avancer tout le monde et accompagner l'ensemble des agriculteurs. Et accompagner tous les agriculteurs et toutes les agricultures. Parce que c'est pas à la Chambre d'agriculture, d'ailleurs je suis largement critiqué là-dessus, parce que certains voudraient que je dise que l'agriculture de demain, elle doit être bio et circuit court, point barre.
Non. On va en parler. L'agriculture de demain, c'est celle qui sera faite par les hommes et les femmes qui seront sur le territoire. Et que l'agriculture, elle est diverse et diversifiée. Et c'est ce qui fait la force des Vosges, c'est sa diversité et la diversification. Comme ça a été dit, mettre tous les œufs dans le même panier, faire qu'une seule chose, c'est extrêmement risqué. Et il faut faire confiance aux nouveaux, enfin, le renouvellement des générations, c'est qu'il y a des nouvelles générations, des jeunes qui viennent, ou des moins jeunes d'ailleurs, qui viennent du milieu agricole, mais pas que. Et que ceux-là veulent développer aussi un type d'agriculture qui leur est propre. Et on voit bien une évolution sociologique aussi dans les jeunes ou les moins jeunes qui veulent revenir sur nos exploitations. Mais il n'y aura pas d'exclusif demain. Comme Madame l'a dit, il n'y a pas une solution. S'il y avait une solution, tout le monde aurait déjà appuyé sur le bouton. Il n'y a pas une solution. C'est très diverse. Et il ne faut surtout pas stigmatiser et opposer les systèmes. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de tous les agriculteurs et de toutes les agricultures sur l'ensemble du territoire pour avancer, pour alimenter nos filières et aussi pour alimenter nos concitoyens en direct ou pas. Éric Boone, vous le dites aussi, hein, dites-moi si je me trompe, il y a des agricultures aujourd'hui, il y a des filières à alimenter, qu'on soit d'accord ou pas, c'est un état de fait pour l'instant par rapport notamment à l'industrie agroalimentaire, dans le sens où le lait qui est produit dans les Vosges, il est transformé en fromage, des fromages qui sont vendus dans toute la France et voire à l'international. On n'est pas que sur des filières courtes, on est bien d'accord. Et Éric Boone, vous le dites aussi, les choses vont dans le bon sens en termes de respect des procédures environnementales, etc., de la protection de l'environnement. Ça va dans le bon sens, mais ça va doucement. C'est ce que vous regrettez. C'est le fait que ça aille trop doucement, selon vous. Alors, pour reprendre les mots de Jérôme, en bio, effectivement, il y a des circuits courts et il y a des filières longues. C'est tout à fait logique. On a encore eu un article qui était parti dans le journal il y a 2 jours sur ProBiolor, donc il travaille les céréales et tout. Bon, il faut les deux, bien entendu. Mais par contre, moi je maintiens, la seule agriculture d'avenir reste l'agriculture bio. Pourquoi ? Parce qu'il faut quand même des garanties sur notre santé, la santé des consommateurs. Il faut des véritables garanties. Il faut des véritables garanties sur la biodiversité. C'est quand même essentiel. Il y a trop de choses à garder. C'est ce qu'on entend à droite, à gauche. Mais finalement, les politiques, ils font des grands discours. Et dans les faits, il n'y a rien. Donc, dans les faits, il faut agir. Et il n'y a que l'agriculture bio qui présente autant de garanties. Et nous autres, on essaie d'aller encore plus loin en disant, nous autres, les producteurs bio, ici, de la région, même au niveau national, c'est que la réglementation bio, ça ne suffit pas. Il faut aller au-delà. Parce que si on veut préserver effectivement la biodiversité, il faut aller au-delà de la réglementation. Il y a de l'éthique aussi à mettre en place. Et dans la réglementation, on n'existe pas. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention, préserver ces salariés qu'on a, préserver les apprentis qu'on a dans les fermes. Il y a des garanties à leur apporter. Parce qu'un apprenti dans une ferme, ça ne doit pas nécessairement être exploité. Voilà, il faut leur apprendre des choses. Donc, il y a toutes ces notions de biodiversité et d'éthique qu'on rajoute, nous autres, sur la réglementation. Ok. Faut pas laisser dire quand même que il n'y a que dans les exploitations bio que tout ça est respecté. Il faut pas non plus faire des généralités comme ça je n'accepte pas. Mais jusqu'à là d'aller dire qu'il n'y a que de l'éthique dans les exploitations bio. Non. Il y a des salariés, il y a des effectivement partout, c'est la loi des nombres et je suis certain qu'on peut trouver des exploitations et d'ailleurs je me refuse à le dire, des exploitations bio ou pas qui respectent ou qui respectent pas les salariés ou les apprentis. Faut pas faire des généralités comme ça. Il y a des façons de mettre en œuvre, toutes forcément respectent l'environnement, puisque de toute manière, il y a des différents niveaux. Il y a aussi maintenant des réglementations haute valeur environnementale, alors on en pense qu'on en veut, mais il y a différents moyens de certification. Effectivement, le bio est un moyen de certification, mais c'est un mode de mise en culture, et il n'est pas unique. Et il ne pourra pas être unique demain. Il ne pourra pas être unique demain parce qu'il y a des territoires où ce n'est pas forcément possible. Moi, mon exploitation 100% herbe, je ne peux pas me convertir à l'agriculture biologique parce que je ne suis pas autonome en fourrage. 100% herbe. Je n'ai pas l'impression d'une grande exploitation. On exploite 120 hectares de prairies permanentes. On est 3 plus un salarié. Je n'ai pas l'impression d'être une exploitation industrielle, ni petit ni grand. C'est juste le résultat de l'exploitation de mes parents que l'on a développé avec mon frère et mon épouse en fonction de notre territoire. Et je ne cours pas après les terrains et je ne retourne pas spécialement toutes les terres. Jérôme Mathieu, on va revoir quelques images des moissons de l'orge. Pourquoi je souhaiterais vous remontrer ces images de céréales, de grandes cultures, pour la simple bonne raison que
vous parlez de verdissement, Eric Boone, tout ça a un coût, évidemment. L'agriculture bio a un coût. Et aujourd'hui, ce n'est pas que du propre chef des agriculteurs de ne pas vouloir faire du bio. C'est aussi par rapport au coût d'achat des matières, à la valorisation. Le problème, il n'est pas évidemment que dans l'appréciation propre de son travail de la part des agriculteurs. Il y a une adaptation par rapport à l'industrie derrière, etc. C'est quoi la solution alors? Est-ce obligatoirement, au final, aux consommateurs à payer plus cher? Il y a effectivement des contraintes, même si Eric n'aime pas ce mot, qui doivent être valorisées et des pratiques qui doivent être valorisées. Après, la problématique, et on le voit aujourd'hui notamment en production laitière sur le lait bio, où il y a plus de production que de consommation. Parce qu'il y a eu aussi, la distribution s'est adaptée. Regardez un rayon de lait bio, un rayon de lait UHT en supermarché. Vous avez le lait bio, mais vous avez le lait de mon voisin, vous avez le lait de Montagne, vous avez le lait de Pierre, de Paul, etc. Et que le consommateur est perdu. Non mais aujourd'hui on en est là, et aujourd'hui on a une grande segmentation des produits. Donc, mais en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que l'alimentation a un prix. L'alimentation a un prix, et quand on demande des certifications supplémentaires, qu'il y a des coûts de production supplémentaires, et c'est l'esprit de la loi Egalim, des lois Egalim. Le grand principe, c'est que l'on prenne en compte les coûts de production. Que l'on prenne en compte les coûts de production dans la valorisation du produit, mais après, derrière, c'est aussi combien le consommateur est capable de payer, parce qu'il y a aussi ça, c'est qu'il faut que ce soit vendu, et il faut que le consommateur soit capable de le payer. Quelle est la grosse actu à propos de cette loi Egalim et donc de la juste rémunération des agriculteurs et toute production confondue, qu'on parle de céréales ou de viande, ou de lait, évidemment. La grosse actu, c'est effectivement en ce moment, comme tous les ans, les négociations commerciales, où il y a un bras de fer entre les filières agroalimentaires, on va dire les filières agroalimentaires et la distribution, pour une juste valorisation de chacun. Ça, c'est le combat, effectivement, qu'il y ait la valorisation du producteur, bien sûr des intermédiaires qui travaillent et qui transforment les produits, mais en tout cas, la distribution, certains distributeurs ne peuvent pas faire, on a eu un exemple quand même, la baguette à 29 centimes, quoi. La baguette est 29 centimes. Et après, on fait croire aux gens, alors que le prix du blé dans le coût de la baguette, c'est 14%. Parce qu'une baguette, c'est surtout beaucoup de travail, beaucoup de main-d'œuvre. Pas spécialement de main-d'œuvre agricole, mais le boulanger qui se lève tous les matins et qui travaille toute la journée, c'est énormément de travail. Alors après, quand on dit qu'on peut faire de la baguette à 29 centimes, on voudrait bien voir tout le monde s'offusquer de ça. Mais aujourd'hui, il y a aussi une partie de la population qu'il faut arriver aussi à ce que les consommateurs puissent payer. Mais c'est pas en faisant des coûts comme ça, c'est un distributeur en particulier, on va pas le citer, on le connaît, qui fait que des coûts comme ça, mais s'il fait la baguette à 29 centimes, je suis sûr qu'il se refait la cerise ailleurs. Hein. Et sans parler des apports nutritionnels d'une baguette à 29 centimes, on imagine des apports nutritionnels. Mais voilà, mais aujourd'hui, et ça fait aussi partie des choses, c'est que le consommateur peut être un peu perdu dans les rayons. On a eu le Nutri-Score, tout le monde a demandé. La semaine dernière, ils ont montré le Nutri-Score. Le lait bio, il a un moins bon score Nutri-Score que le lait conventionnel. Oui, parce qu'on sait que allez chercher. Non, mais et qu'ils vont être à force de vouloir donner plein d'informations, tout le monde est perdu et c'est du grand n'importe quoi. Donc, il faut surtout que derrière, on arrive à bien valoriser les pratiques, les contraintes, mais surtout les coûts de production, parce qu'ils sont divers. En montagne, les coûts de production ne sont pas les mêmes qu'en plaine, si on regarde là-dessus. Donc derrière, il faut que tout le monde puisse valoriser son travail et arriver à développer et, in fine, développer l'exploitation, la maintenir et la transmettre. À combien est acheté le litre de lait aujourd'hui ? Alors ça dépend, mais 300, le prix du lait pour le mois de janvier, ça dépend des industriels, grosso modo. 375 € les 1000 litres, en lait conventionnel. D'accord. Au plus fort de la crise, il y a quelques années, on était à 220. Voilà, un peu moins de 300. Enfin, beaucoup moins de 300. Beaucoup moins, il y avait des industries qui étaient à 200. Alors, je voudrais revenir sur Eric le lait. Le lait bio, il vous a acheté combien ? Qu'on ait ces 2-3 chiffres en tête ? Oui, c'est dans les 400. Hein. D'accord. 450. 40 centimes le litre. 450. Alors, bon, ça peut varier, parce qu'il y en a qui mutualisent aussi. Il y a la Camus, oui. Oui, on va parler en centimes de litre, 45 centimes le litre. Par contre, je voudrais quand même revenir, premièrement, sur ce qu'a dit Jérôme, en disant il faut voir ce que le consommateur est prêt à payer. Non, moi je pense qu'il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut faire, comme il a dit aussi, il faut que le producteur il puisse vivre de son travail. Et après, le prix s'ensuit. Le boulanger, effectivement, il valorise plus son savoir-faire
que la farine qu'il emploie. Mais ça te fait une bonne baguette. Donc elle ne vaut pas 29 centimes, mais elle vaut beaucoup plus. Parce que c'est son savoir-faire qu'on paye. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut payer le prix. Moi, honnêtement, si mon boulanger il augmente, je crois qu'il a augmenté de 5 centimes, ça ne me gêne pas. Parce que j'aime bien son pain. Il est bon. Donc, voilà. Bon, mais Et dans l'ensemble, en bio, Eric on ne va Boone, pas avoir des écarts on comme peut ça non plus. difficilement imaginer effectivement déjà que la plupart des denrées de base augmentent. On ne peut pas imaginer du jour au lendemain une augmentation vraiment par rapport au... Enfin, si, le budget, ce serait des coûts de production, mais si. ce serait des hausses énormes. Mais c'est pas grave. On peut très bien résoudre ça par en augmentant les salaires. Il y en a qui sont des salaires de misère. Et pourtant, ils achètent bio quand même. Parce que c'est leur famille qui préserve. Bon. Mais s'il y a des revenus qui sont insuffisants, il ne faut pas que ce soit au sacrifice des producteurs quand même. Ça, voilà. d'accord, c'est Il y a un sûr. juste prix, en fait. Et une Il meilleure, faut tout le temps payer un juste prix. une meilleure répartition entre tous les acteurs. Oui, sur des filières qui sont longues, c'est là qu'on a différents acteurs. Sur la vente directe, on en aura Sur pas. la vente directe, c'est Honnêtement, celui qui vend ses fromages dans les Vosges, il y en a plein des petits fromagers, ils font leur prix. C'est leur prix. C'est pour ça que vous en sortiez très bien avec Oui. votre épouse. Si je peux me permettre de vous donner votre exemple, dans le sens où vous aviez grosso modo une petite vingtaine de vaches et vous transformiez tout chez vous, comme la plupart des agriculteurs bio sur notre département. Et c'est évidemment vendu en vente directe avec une valorisation, je simplifie vraiment à l'extrême, une valorisation du prix du lait, grosso modo multiplié par 6. Donc, si vous permettez de... Oui, enfin, une grosse... C'est évident qui vous permettait de sortir un salaire avec seulement 20 vaches. Oui. Jérôme Mathieu, sauf que 20 vaches, évidemment, c'est pas avec des petits troupeaux comme ça qu'on nourrit la France entière et qu'on distribue du fromage partout. Mais non, il suffit d'avoir beaucoup plus de petites fermes, on entend. et ça fait le total. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Non, mais il y a des études qui ont été faites très sérieuses qui l'ont démontré. Ouais. Nous, si on prend des exemples, je ne vais pas prendre mon exemple, mais on a 45 vaches, on est 4. Ah ben, grosso modo, c'est pareil. Une partie en valorisation en vente directe, une partie en valorisation en circulant. Ok. Mais c'est pas un exemple. Enfin, c'est un exemple, mais c'est pas un modèle. Non, effectivement, des exemples, il y en a de multiples. Voilà. C'est pas un modèle. Non. Parce que c'est Moi, l'histoire de je ne voudrais pas l'exploitation. un exemple non plus. Voilà. Sauf que, bon, moi, j'ai que de la prairie permanente comme toi, et moi, je suis bien passé en bio, et c'est pas un problème. Les ressources fourragères, sur une année normale, il y en a suffisamment. Et on peut très bien passer en bio. C'est une excuse que tu dis tout le temps pour dire je ne peux pas passer en bio à cause de ça. C'est une fausse excuse parce qu'il y en connaît plein qui sont dans ton cas qui sont passés en bio. Mais sauf que le principe de base du bio, c'est l'autonomie. Mais oui, mais bien entendu, et la tâche au sol. Mais après c'est à un moment T, après tout peut évoluer. Oui. Et ça évolue. Mais ça évolue. Et ça évolue. Serait-ce que, voilà, on l'a bien compris, il y a aussi des filières beaucoup plus importantes à alimenter avec ces contraintes de volume nécessaires. Non, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on oppose les circuits longs et les circuits courts, exemple Autoli, bon grain, circuit long, industriel, et c'est pas le plus mauvais, mais c'est pas le meilleur payeur de lait aux producteurs. Il est dans la bonne moyenne. C'est 300 salariés Autoli. 300 salariés Autoli qui sont Autoli, donc qui vivent autour du Toli, qui sont là toute l'année et qui peuvent, à certains moments, acheter en direct. Si demain on enlève tous les circuits longs dans les Vosges, 10 000 emplois en moins, 10 000 familles en moins, ça ne fait pas que 10 000 personnes sur les 350 000. 10 000 familles en moins sur l'ensemble du département des Vosges, ça va faire beaucoup moins de consommateurs. Et Bugnéville, l'Ermitage, 600 salariés à Bugnéville, dans la plaine des Vosges, dans l'ouest vosgien. Ça permet de fixer des gens sur le territoire qui peuvent consommer en direct. C'est pour ça que c'est très complémentaire. Parce que faire de la vente directe, c'est quand même plus simple. Je ne veux pas opposer les territoires, mais c'est quand même plus simple de faire de la vente directe quand on est au Toli, au col de Bonnefontaine, que si vous êtes à Châtillon-sur-Saône. On est d'accord. Parce qu'en termes de population, il faut aussi de la population. Et la chance de notre département, c'est qu'on a des territoires encore très industriels, donc avec de la population, donc avec des consommateurs en local. On arrête là pour tout ce qui est filière, industrie, bio, etc. On va finir cette émission, si vous voulez bien, parce que le temps passe très vite. En parlant d'énergie, je vous propose de regarder du côté de Chaumouzet-Gironcourt une unité de méthanisation qui est sortie de terre, donc maintenant il y a quelque chose comme 2 ou 3 ans grand maximum, avec cette petite spécificité, c'est que le biogaz est directement injecté dans le réseau GRDF de la communauté d'agglomération d'Épinal.
De méthanisation de Chaumouset-Gironcourt est très différente des 38 autres de notre département. Si le principe est le même, la production de biogaz par fermentation de matières organiques d'origine animale ou végétale, la finalité est unique. Ici, le gaz n'alimente pas un moteur qui produit de l'électricité, il est injecté dans le réseau de gaz de l'agglomération d'Épinal. À Chaumouset par exemple, les bâtiments publics et 150 foyers y sont raccordés. Aujourd'hui en France, 98% du gaz consommé est importé de Norvège, d'Algérie et de Russie. Pour demain, GRDF compte sur le biogaz local. Les ambitions de GRDF pour 2030, c'est d'en avoir 30%. Donc une installation comme celle-ci y contribue bien sûr. Et puis au-delà, en 2050, l'idéal ce serait d'avoir 100% de gaz vert dans les réseaux. Mais le biogaz issu de la méthanisation n'est évidemment pas directement utilisable en usage domestique. Outre évidemment l'odeur, il faudra en extraire l'eau, le dioxyde de carbone et le soufre pour n'en garder que le méthane, appelé dès lors biométhane au regard de sa très faible empreinte carbone, seulement 23,4 grammes de CO2 par kilowattheure. C'est-à-dire 10 fois plus faible que du méthane provenant toujours de Norvège par exemple. Donc on est sur un procédé qui est relativement vert. Rien n'est à zéro, hein. Ça n'existe pas. Mais on est sur un niveau très très faible. Les Royer, c'est ça aussi l'agriculture de demain. Vos jeunes, vous leur enseignez ça aussi? On leur enseigne... les terres agricoles comme source d'énergie? Oui, on leur montre tout, sources d'énergie, alors les terres agricoles, les forêts aussi, hein, qui sont aussi sources d'énergie avec le bois énergie. Et alors, le raccourci est rapide, terre agricole, énergie, mais évidemment, on va se détailler ça parce que c'est beaucoup plus subtil. Moi, ce que je vois ici, c'est surtout la lourde technicité aussi qu'il faut pour gérer ces méthaniseurs. Et donc, il existe aussi des formations pour accompagner peut-être les futurs exploitants ou des petits modules pour accompagner les exploitants à l'utilisation de ces méthaniseurs. Si je schématise, l'agriculture elle devient de plus en plus technique. C'est de l'ingénierie agricole aujourd'hui. Tout à fait. On est passé du cheval à la puce embarquée. Et voilà, il faut aussi accompagner nos apprenants dans cette puce embarquée. Il peut y avoir encore les deux. Hein. Ouais, je suis sûr qu'Éric Boone, il serait partant pour qu'il y ait toujours les deux. Il peut y avoir toujours les deux, c'est bien ce qu'on a compris. Éric Boone, quel regard vous avez sur je l'avoue, je ne connais pas du tout, sur ces unités de méthanisation? C'est l'énergie de demain, c'est de l'énergie verte, puisque évidemment issue de biomasse. Alors quand on dit biomasse, on a bien compris, on parle du lisier ou de cultures intermédiaires à vocation énergétique, les fameuses cives. Il ne s'agit pas évidemment de semer des cultures pour alimenter les méthaniseurs. Ça, c'est très réglementé évidemment par la loi. Votre regard là-dessus? C'est intéressant. J'ai un regard un peu sévère quand même. Bon, quand bien même, la méthanisation, c'est pas quelque chose qui est neuf. Hein. Disons qu'aujourd'hui, ça prend une ampleur dans le mix énergétique. Pendant la guerre, on parlait de gazogène et compagnie. Bon, c'est quand même quelque chose qui ne vient pas d'être découvert, sauf qu'effectivement, au niveau technique, on va beaucoup plus loin. Je voudrais quand même revenir sur le principe que l'agriculture doit être d'abord nourricière. Donc, nourricière, faire des aliments. Voilà. Et il y a une grosse dérive, justement, dans ces méthaniseurs, c'est que on sait très bien que mettre du lisier, mettre des bousses de vache, c'est pas très performant. Et donc, on a des grosses cultures qui auraient dû rester en alimentaire, pour nous, les hommes, et on les détourne pour faire du gaz. Voilà. Vous y allez un peu fort, me semble-t-il. Non. Réglementairement parlant. Alors, d'autre part, quand on parle de bilan énergétique, on sait très bien des études qui ont été faites, mais quand on fait une étude, on la fait complètement. C'est-à-dire qu'on tient compte de la construction du tracteur, du travail du tracteur dans les champs, pour produire tout ça, et on sait que le bilan, il est négatif. Bon. Alors, ça peut marcher dans 2 ou 3 endroits, mais il ne faut surtout pas en faire une généralité. Il y a trop de dérives. Et il y a quand même des études maintenant, parce qu'on commence à avoir du recul sur ces installations. On sait que le rendement énergétique n'est pas là. Voilà. Et on sait que le digestat, finalement, c'est pas si bon que ça. Voilà. Donc on sait. Mais moi, un gars qui a une petite ferme, qui fait sa méthanisation, il peut valoriser à sa façon. Mais il ne faut pas faire une grande industrie. Ces paysans qui font ça, c'est plus des paysans, c'est des gaziers. C'est des pétroliers, c'est des gens comme ça. Ce n'est plus un métier de paysan. Des exploitants agricoles avec une certaine diversification. Des exploitants agricoles avec une diversification. On a 43 unités dans les Vosges actuellement. Il ne faut pas... Notre département est aussi, je le rappelle, de nouveau... Il y en a beaucoup. Était. Parce qu'il y a il y a des grosses unités qui sont montées dans certains départements, mais on est toujours un des leaders, effectivement,
de la méthanisation, 43 unités de méthanisation dans les Vosges, dire que ça produit 30% de l'électricité, L'équivalent l'équivalent de 30% de l'électricité de la population vosgienne. injecté sur les réseaux. Injecté sur les réseaux, que c'est pareil. Alors, oui, la pardon. méthanisation, c'est pas Jérôme Mathieu, la pardon. solution. Là, on a vu cet exemple avec Oui. du gaz. C'est le seul exemple dans le département. Il y a- Toutes les autres Pas le seul, unités, il y en a d'autres. Il y en a enfin, d'autres. grosso modo, toutes les autres unités de méthanisation, C'est de la cogénération. c'est de la cogénération, c'est-à-dire de la fabrication avec le biogaz. Un biogaz qui fait tourner un moteur qui produit de l'électricité et de la chaleur. Chaleur qui est réutilisée ou pas, mais en principe, en priorité, c'est l'électricité. Effectivement, c'est de la cogénération, parce que pour être, comme l'exemple de Gironcourt, il faut être à côté du tuyau. C'est Le mieux. réseau gaz, dans le milieu rural, il ne passe pas partout. C'est pareil, l'énergie, que les agriculteurs produisent de l'énergie, ça peut être une source de diversification. Mais la méthanisation n'est pas la solution de demain à l'énergie. C'est une des briques du mix énergétique. Le fameux mix énergétique. C'est une des briques du mix énergétique. Quand on dit toutes les cultures, alors c'est 75%. Dans les Vosges, c'est le cas. Et encore eu ce matin, il y a des contrôles qui sont faits. Donc c'est contrôlé et certains sont sanctionnés. 75% de ce qui passe dans le méthaniseur, c'est du fumier et du lisier. Ce qui est mobilisé aujourd'hui dans les Vosges pour la méthanisation, c'est 2000 hectares de culture. Sur 200 000. Sur 200 000. 200 000. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça. Alors après, il peut y avoir des excès. Sauf que pourquoi ces agriculteurs se tournent vers une diversification énergie? Parce qu'ils en ont envie, parce que c'est aussi une technique, c'est aussi une production et un métier différent, mais c'est aussi pour valoriser les élevages. Parce que c'est aussi peut-être à la base un problème de valorisation des productions d'élevage qui font qu'on se tourne vers l'énergie. Et aujourd'hui, on a la méthanisation, on a aussi le photovoltaïque qui évolue beaucoup. Alors nous, sur le photovoltaïque, la Chambre d'agriculture, on est relativement ferme, voire très ferme en disant on n'en veut pas au sol, hormis sur des terrains dégradés, parce que le sol la terre agricole doit rester en production agricole. Donc déjà, quand on aura mis du photovoltaïque sur tous les bâtiments publics, privés, industriels, on fera autre chose. Mais en tout cas, l'énergie est et les agriculteurs doivent prendre une part dans ce mix énergétique. Petit aparté sur les panneaux photovoltaïques. Sous les panneaux photovoltaïques, on peut imaginer des pâtures pour les moutons. Oui. Mais Non, ça marche pas. Nous, on veut qu'il y ait une vraie production agricole. Donc, il y a des expérimentations. Ok. Une qui va être faite notamment sur Certigny et une autre peut-être sur Épinal, où on peut mettre des panneaux photovoltaïques plus haut pour qu'il y ait une vraie culture agricole en dessous. D'accord. Mais, en tout cas, ce qu'il ne faut pas, c'est ne pas avoir de vraie production en dessous, parce que demain, quelque production que ce soit, n'arrivera pas en concurrence de la production d'électricité. Et quand on parle de certains, au niveau du Grand Est, on peut mettre du photovoltaïque sur des faibles potentiels. Ben, ça dépend d'où vous regardez. Hein. Si vous regardez du sud de la Marne, toutes les Vosges sont en faible potentiel. Hein. Donc nous, on est plutôt sur terre agricole. Non. Après, on a assez de sols dégradés. On a des anciennes carrières qu'il faut revégétaliser, qu'il faut peut-être refaire des choses, mais on peut peut-être regarder à mettre du photovoltaïque. Et en tout cas, si c'est au sol, il faut qu'il y ait une vraie production en dessous. Allez, Eric Mounet, ce sera le mot de la fin déjà, Je pardonnez-moi. reviens quand même Très sur les rapidement. 2000 hectares qui partent dans la méthanisation. Je voudrais prendre une image, c'est qu'une image. Je t'ai dit qu'il manquait des maraîchers dans le département? Eh bien oui, 2000 hectares, ça représente 1000 maraîchers. Sauf qu'on Oui, ne manque pas, on du manque coup, pas, on manque pas de On a une autre idée de la production Non mais on ne manque pas, alimentaire. on ne manque pas de terre pour mettre des maraîchers, on manque de maraîchers qui aient envie. On ne manque pas de terre à maraîchage hein, aujourd'hui. Hein. Non, mais On manque surtout tous les de terrains gens s'y qui prêtent veulent développer. Tous les terrains ne s'y prêtent pas, mais Et tous les secteurs non de plus. gens- On a bien de compris gens que la qui problématique veulent, sur le massif est en pleine. Non, sont mais pas des les gens mêmes. qui veulent s'investir et faire ce travail-là, qui est un travail encore extrêmement difficile et qui est très peu mécanisé ou mécanisable. Et puis derrière, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait aussi et surtout des clients. Et là, contrairement à ce qu'on pourrait penser, Eric Boone, dites-moi si je me trompe, mais a priori, la clientèle, les acheteurs ne sont pas toujours au rendez-vous, en termes de volume. Oui, alors il y a des choses qui sont un peu bizarres qui se passent en ce moment. On a parlé de la crise du lait bio. Ouais. Voilà. Et ce sera vraiment le dernier mot. Je discutais avec un maraîcher bio, il dit, moi, j'ai vu la demande de mes légumes diminuer. Et j'ai discuté avec un autre maraîcher conventionnel qui dit, moi aussi, ça diminue la demande. Donc il se passe des choses qu'on ne cerne pas trop. D'accord. Voilà. Bon, c'est évident que la production et la consommation va repartir à un certain moment. On sait qu'on est sur des aléas.
Donc moi je dis, il n'y a pas de restriction à faire sur le bio. D'ailleurs la Chambre elle continue à faire des formations pour Mais des on fait pas de conversions en restriction. bio. Voilà. Et il faut que ça continue dans ce sens-là, c'est indéniable. On l'a bien compris. Merci infiniment. Je me permets de préciser qu'on n'a pas parlé d'une filière qui embauche sur le campus agricole et forestier de Mirecourt. C'est la filière de l'agroéquipement. Alors là, on est sur l'agroéquipement. C'est les tracteurs, ce sont les machines. Demain, peut-être les méthaniseurs, effectivement. Voilà. Juste en 2 mots, Nathalie Royer, là, il y a des possibilités d'offres d'emploi non pourvues. Tout à fait, 4000 offres d'emploi non pourvues. Sur la région Grand Est Au national. Et donc, voilà, des métiers dans lesquels on peut relativement bien gagner sa vie, qui sont des métiers modernes et qu'il faut absolument promouvoir pour la filière agroéquipement. Merci infiniment. C'était le dernier message passé au cours de cette émission. Merci beaucoup à tous les 3 de votre participation. Désolé, c'était un petit peu court. On a évoqué quelques actus qu'on va redévelopper, notamment, pourquoi pas, au Salon de l'Agriculture. Donc, c'est à la fin du mois à Paris. On va suivre tout cela, bien évidemment, des agricultures diverses pour un territoire très divers comme le nôtre. On va suivre tout cela. Merci beaucoup, bonne continuation. Merci à vous de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle émission.